Bienvenue sur Bonne Question Podcast, je m'appelle Lorenzo Mancini, je suis architecte et surtout humoriste. Toutes les 2 semaines, j'invite une personnalité ou une personne à parler d'un sujet que j'essaye de comprendre. Alors, bonne écoute. Bonjour Fran. Bonjour. Ça va ? Très bien. Et Merci, super, écoute, merci d'avoir accepté de venir. Je sais que tu as fait quelques podcasts. Oui. Qu'on t'invite partout. Donc merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute, dire qui tu es? D'abord, merci pour l'invitation. Je Go. m'appelle Franck Kourouma. À la base, je suis ingénieur. J'ai fait mes études en Guinée avant de venir en Belgique. Et actuellement, je travaille comme éducateur à la maisonnée. Je suis papa de 3 enfants et je vis à Bruxelles avec mon épouse. Est-ce est-ce que c'est un choix éducateur ou est-ce que est-ce que le diplôme d'ingénieur est pas reconnu ici à Bruxelles? Pour le diplôme, j'ai fait un peu de démarche, mais le souci ne se trouve pas ici, en Europe. Le souci, c'est depuis mon pays. Et voilà, j'ai essayé d'obtenir le diplôme à partir de là, mais il y a eu des soucis administratifs. Mais ce qui concerne mon travail à la maisonnée, ça a été d'abord une passion pour moi, depuis toujours, de travailler dans le milieu où je pourrais aider, soutenir, ne pas seulement que être dans un milieu où tout est robotisé, il faut faire ceci, cela, mais je voudrais vraiment ce contact humain-là. Et c'est grâce à David Michel, c'est parce que c'est lui qui m'avait une fois invité au théâtre Royal des Galeries. Et du coup, j'ai rencontré un gentil monsieur qui, dans son allocution, parle de la maisonnée, des personnes qui portent des handicaps, des diagnostics, voilà, de tout ce que nous vivons, des trisomiques, des autistes. Du coup, ton métier consiste en quoi? C'est t'occuper de gens qui ont des handicaps, des problèmes trisomie dont tu parles ou pas du tout? Oui, en ce qui concerne mon travail, moi je travaille de nuit, je suis veilleur et du coup, je suis là pour les accompagner, les soutenir, faire en sorte qu'ils puissent vivre chez eux, parce que là-bas c'est chez eux, là où nous travaillons, c'est chez eux et surtout une présence d'une autre personne pour tout ce qu'ils doivent faire voilà, pour les soutenir dans ça, mais aussi leur comprendre, parce que c'est un métier aussi qui demande à ce qu'on décode aussi euh, chaque mouvement, chaque rythme, chaque changement d'un résident, il faut que nous soyons en mesure de décoder cela et surtout avoir la patience. Parce que c'est Ouais. ça surtout, avoir cette patience-là, de les écouter et de les accompagner, de leur comprendre dans tout ce qu'ils font. C'est aussi ça notre travail. Donc ça, c'est qui tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour qu'on comprenne un peu ton parcours, nous expliquer donc à quoi ressemblait ton enfance? Parce que je pense que la plupart des gens n'arrivent pas à imaginer c'est quoi une enfance en Guinée il y a quoi, 20 ans, 25 ans, ouais, ton enfant. Toi, t'as quoi, 30 aujourd'hui? 30, 29. 29, ouais, c'est Oui. ça. À quoi ressemblait ton enfance en Guinée? C'est comme toute autre enfance, pour tout enfant grandi, né et grandi en Guinée. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère vraiment exceptionnelle et des frères et sœurs qui ont été vraiment présents et un papa aussi. Je ne parle pas souvent de mon papa parce que les gens me disent souvent, quand tu parles de ton père, on a l'impression de le voir en toi. Ah, ça va. Parce que mon papa, même maman me dit souvent, tu ressembles beaucoup à ton papa physiquement, mais de ton comportement aussi, tu fais plein de choses aussi, ça, voilà, ça crée cette ressemblance-là. Donc, des fois même, vouloir beaucoup parler de mon papa, les gens me disent, c'est comme si je me glorifiais. Et donc, c'est pourquoi je ne parle jamais de lui, Donc, t'oses pas dire qu'il est super. parce que, voilà, je sais pas, mais franchement, si vraiment les gens m'apprécient aujourd'hui, maman me dit, c'est parce que tu ressembles beaucoup à ton papa. Donc, Mais c'est le résumé par rapport à lui. Et pour mon enfance, voilà, je suis né à Conakry, j'ai grandi, j'ai eu la chance, je suis malinké, c'est-à-dire je viens de la Haute-Guinée, j'ai grandi en Basse-Côte, c'est-à-dire à Conakry.
Et là, on parle la langue Chouchou. Donc, je suis issu de cette culture. En fait, j'ai grandi dans ce milieu. Donc, c'est pourquoi quand je vais en Haute-Guinée, dans mon village, à Kouroussa, on me dit souvent que euh, tu es déraciné. On me traite d'une personne déracinée parce que j'ai pas le ton, le langage, cette coutume mandingue en moi. Je suis plutôt un peu plus sous et j'en suis fier parce que c'est une ethnie très flexible, très compréhensible sur le plan social. Je ne dis pas aussi les autres ethnies n'en ont pas, mais l'ethnie sous j'apprécie ça. Je suis très fier d'avoir grandi dans ce milieu. Pour toute enfance, j'ai fait mes études d'abord primaire. Je suis rentré très tôt et primaire. Après, bon, là-bas, on parle de primaire, collège, après lycée et l'université. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2015 et je suis sorti. Ça aussi, j'ai eu la chance parce que j'ai étudié là-bas. C'est une région aussi occupée par les Peuls. Donc, je me débrouille en Poulard, en Malinké, en Soussou, ce Mais qui donc, fait de moi un vrai Guinéen, en fait. ouais, tu connais un peu plusieurs Tout ethnies à fait. différentes, mais chaque fois tu vis seul, du coup, dans ces différentes parties de Guinée? Non, à Conakry, j'étais avec la famille. Ok, ok. Et quand je vais dans mon village à Kouroussa, après, bon, je sais pas, Kouroussa Centre, c'est spécifiquement à Siradia. Quand je vais souvent là, c'est aussi avec mes cousins, mes frères et mes oncles et toute la Ok, grande ok. famille. Et à Dalaba, là, oui, je suis parti. C'était une nouvelle aventure pour moi. Bon, j'ai été toujours cet enfant rebelle, on me dit souvent, parce Ton que père. moi, depuis 8 heures, depuis la huitième année, je commençais déjà très petit à aller dans les pays limitrophes, à pousser les sarrêtes, à travailler moi-même pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je disais à un moment, ne t'inquiète pas, tu t'occuperas pas de moi. Et pour moi, À c'était 8 ans. ah oui. Non, quand je faisais la Ah huitième oui, année ok, ok, déjà, ok, donc ok. je partais déjà, je payais mes frais et certaines choses. Donc j'étais vraiment habitué à un certain nombre de choses. Bon, pour moi, psychologiquement, plus tard, c'est comme si je me suis préparé à quelque chose dont je ne savais pas. Mais franchement, cette vie aventurière, je l'ai vécue dans tous ces pays limitrophes. C'est pourquoi je parle le bambara. Je parle un peu l'anglais aussi du Libéria parce que je partais souvent là-bas. Et je parle aussi le Yula parce que je partais aussi en Côte d'Ivoire. Et Mais voilà, ainsi de suite. quand tu dis que tu partais combien de temps? Enfin, je veux dire, c'est... Juste les vacances parce que les vacances, c'est les 3 mois. Donc, je faisais 2 mois Ok, ok. et puis je me retournais. Et c'était quoi tes rêves quand tu étais enfant? Pour un premier temps, franchement, je voulais devenir un médecin. Ok. C'était mon rêve. Un médecin, c'est aussi travailler dans un milieu où je pourrais vraiment être en contact avec les Aider gens, les autres. sauver. Voilà, c'était vraiment mon rêve. Mais ce rêve-là a été changé quand j'ai fait le bac en 2010. Quand j'ai fait le bac et du coup, lors de l'orientation, bon, mes notes ne me permettaient pas de faire un premier choix et que je sois directement accepté. Donc, du coup, j'ai fait 15 choix et 14 choix. Il restait un choix. Et c'était pas par ordre c'est-à-dire de 1 à 15. J'ai pris pêle-mêle. Donc, il me restait le chiffre 3. Et du coup, j'ai choisi là-bas, je suis allé mettre 3 au niveau de ingénieur technologue pour, voilà, au sein de l'Institut supérieur des sciences et des médecines vétérinaires de Dalaba. Donc, j'ai mis le chiffre 3 là-bas. Mais Et donc, c'est là que j'ai été choisi. en gros, tu as le choix entre 15 types d'études. Oui, Tu dois cocher de 1 à 15. Et c'est qui choisit? C'est l'État? c'est l'État qui choisit. En fonction de quoi? De points, de... Ça, j'ai Je sais jamais pas. été Non? dans. Voilà. Ok, ok. Mais en tout cas, ceux qui ont des très bonnes notes, franchement, sont choisis entre, c'est-à-dire leurs 5 choix, leurs Ok, 5 les premiers 5 choix. premiers, ok. Oui. Donc, les autres, maintenant, voilà, c'est vraiment pêle-mêle, quoi. Parce que souvent, les gens sont envoyés dans des lieux, ils sont obligés de changer. Et moi, j'ai tenté plusieurs fois de changer, 3 fois de changer. J'ai tenté d'aller, parce que la médecine, c'était déjà impossible. Je voulais partir à Boké pour faire les mines. Mais ça aussi, ça n'a pas été accepté. Je suis passé par beaucoup de gens, mais j'ai vu que si tu n'as pas les moyens, c'est impossible. Et les mines, c'est quoi? C'est en tant qu'ingénieur, en tant que Géologie géologie, ok. et ingénieur toujours. Donc,
mais c'était impossible. Donc finalement, je me suis concentré dans ces études, ces 4 ans d'études, et j'ai fait ma soutenance, et après, je suis sorti ingénieur. Ok, est-ce que tu sais décrire, est-ce que politiquement c'est un pays, est-ce qu'il y a de la guerre, est-ce que tout va bien, est-ce que tout le monde est... Comment c'était la Guinée quand tu étais, quand tu y habitais? Il y a eu plein de mouvements politiques, il y a eu des agressions avant même ma naissance et après même ma naissance aussi avec les conflits israélo-libériens, voilà, il y a eu des conflits frontaliers avec la Guinée dans certaines villes guinéennes. Il y a eu tout ceci, mais là n'est pas le problème. Le problème politique aussi, c'est un problème très sensible, un problème très compliqué. Ça, c'est une généralité dans plusieurs pays africains. Mais moi, c'est pas ce côté-là, au fait, voilà, qui me dérangeait, au fait. Mon problème est que moi, depuis le bas âge, depuis le collège, j'étais toujours cet enfant, comme je le disais tantôt, rebelle. Quand, rebelle dans quel sens? En fait, quand il s'agissait de dénoncer certains détournements, certaines manifestations en milieu scolaire, certaines choses qui ne vont pas vraiment à l'encontre, c'est-à-dire qui touchent ma dignité et la dignité aussi. Je me disais souvent aux amis, nous allons passer par là, mais nous devons penser à ceux qui vont venir. Si nous acceptons aujourd'hui, nous refusons de nous battre pour eux, quand ils vont venir, ils vont subir encore pire. C'est à nous alors d'arrêter le système. Donc, depuis le collège, je me rappelle même en 2000, l'année scolaire 2006-2007, j'ai conduit le plus grand mouvement scolaire et suite à un détournement. Et j'étais à la tête de ce mouvement. C'était la première fois que je m'exprime à une radio, c'est-à-dire dans une radio privée qui a été diffusée le soir. Et le matin, les élèves sont venus s'attaquer encore. Ils ont cassé encore plein de feux. Et du coup, c'est à partir de là que moi, j'ai commencé à avoir une croix, je dirais, excusez-moi, une croix sur ma vie scolaire, comme quoi un élément très récalcitrant, Mhm. un perturbateur, Perturbateur, ouais. voilà, à suivre de près. Mais donc ça t'a Et amené des donc, problèmes d'être... ça m'a suivi. Au lycée encore, j'ai fait la même chose. J'ai conduit un mouvement encore très connu. Mais ce qui a été plus sanglant, c'est à l'université. Donc, du coup, là-bas aussi, parce que les mouvements politiques venaient chaque fois. Moi, je ne milite pas pour un politicien. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup ressourcé. En général, je n'ai jamais confiance à un politicien. Parce que je me dis que vous êtes lié par une question d'intérêt. Tant que vous incarnez son intérêt, vous êtes ensemble. Un politicien, on ne peut pas dire qu'il est sincère, on ne peut pas dire qu'il est malhonnête. En fait, il est dans les deux camps, quand ça lui va, quand ça l'arrange, quoi qu'il arrive. Et je me dis aussi souvent qu'il n'y a pas un bon politicien, il n'y a pas un mauvais politicien. Ça dépend dans la circonstance où il se trouve. Ouais. Donc, et alors, si tu dois t'embarquer dans son avis, alors il faut savoir que, voilà, que ce soit d'amont en aval, il faut être prêt à vraiment, vraiment à assumer ses responsabilités. Et moi, je ne suis pas prêt. Donc, malgré que je sois malinqué, à l'époque, c'était un malinqué qui était au pouvoir, Alpha Condé, et même maintenant, mais je n'ai jamais fait de publication, je n'ai jamais soutenu, parce que d'ailleurs, même manifestation est égale chez nous, des tueries, c'est-à-dire, il y a plein de choses quoi, que je vais éviter de rentrer en détail. Et donc, moi, j'étais vraiment, c'est des choses auxquelles je n'étais pas prêt à m'embarquer. Mais ce qui m'a choqué, à chaque fois dans nos écoles, quand il y a un mouvement politique, ça vient, c'est-à-dire ça s'impose dans nos milieux universitaires, ça nous empêche d'étudier. Pendant que nos frères, dans d'autres pays sont en train d'évoluer, nous, on reste à la maison. Or, on est parti dans ces villes-là pour étudier. Et là, voilà, ça me fait de mal. Et là, j'ai conduit le plus grand mouvement aussi voilà, qui a été très violent. Cette fois-ci, 3 jours entre population et étudiants. Ça a été, sans rentrer dans les détails, mais ça a aussi mis une tache noire, mais vraiment, vraiment noire sur ma vie. Parce que après les études, Mais c'est-à-dire que tu étais en je suis danger? dans plein de choses, plein de choses. Mais là aussi n'est pas mon souci. Ça faisait partie. C'est comme si plusieurs choses se réunissaient sur moi et jusqu'à présent, je n'arrive pas à rentrer dans les détails.
même dans toutes mes interviews, pourquoi j'ai quitté. En fait, je me suis senti dans un cercle tropique où, je dirais même infernal, où il me serait difficile de réaliser mes rêves dans ce cercle. Ok, ok. Et voilà pourquoi je me suis dit, il faut aller dans un pays où je pourrais quitter dans ce cercle, mais aussi pouvoir subvenir à mes besoins, ne pas vivre comme un parasite. Parce que c'est ce qui m'attendait, même si je restais là aussi. Et quoi qu'il arrive, pour moi, ce n'est pas l'Europe que je visais. C'était vraiment Ouais, un pays où je pouvais vraiment travailler, mettre ma compétence en jeu, acquérir d'autres mais, compétences et aussi subvenir à mes enfin, besoins. si tu veux rentrer dans les détails, mais pourquoi là-bas tu étais comme un parasite? Pourquoi tu dis ça? Au fait, partout, moi, je dis que je suis un parasite quand je vis aux dépens de la société. Mhm. C'est-à-dire, comme ici, par exemple, vivre aux dépens du CPS. Moi, ça m'a toujours fait mal. Même au centre, mes amis me connaissent. Quand je voyais ces poulets servis chauds, plongés dans de l'eau chaude qu'on nous servait et qu'on nous disait, si vous ne voulez pas manger, rentrez chez vous. Moi, je voyais cela comme une vie parasitaire. Donc, pour moi, que ce soit dans mon pays, vivre comme un parasite, c'est à un certain âge, être, oui, maman, donne-moi ça, maman, Non, faites-moi bien ça, sûr, vas-y. maman, faites-moi ça. Je dors dans une maison Oui. payée par maman, tout, tout, tout. Pour moi aussi, c'est comme ça commence. Dès qu'on s'habitue à cela, c'est foutu. Ça va continuer. Et donc, vivre dans mon pays, ne pas payer mes impôts, travailler pour payer mes impôts, ne pas pouvoir aider d'autres personnes, pour moi, c'est Mhm, bien sûr. le parasite. Mais vu que tu avais fait des études et tout ça, tu aurais pu avoir un travail. Enfin, pourquoi tu penses que en restant là-bas, tu aurais vécu comme un parasite? Mais c'est ce que je dis. À C'est cause que de... certaines portes m'étaient Ah fermées. oui, voilà. D'ailleurs, même à l'université, j'ai postulé pour pouvoir enseigner. J'ai- J'avais commencé un certain nombre de boulots, mais souvent, en fait, mon regard, me pressenti par rapport à certaines choses, Ok, ça ne ok. marchait pas du tout. Et du coup, je ne pouvais pas prendre le risque de rester là, de continuer à me battre. Sinon, je vous assure, il n'y a pas meilleur endroit pour vivre si ce n'est pas ce choix. Je me sens souvent, malgré aujourd'hui, j'ai la nationalité, je vis en Belgique. Je remercie d'ailleurs la Belgique pour cet accueil, c'est-à-dire pour tout ce que j'ai aujourd'hui comme sécurité avec ma famille. Mais je vous assure, ça aurait été mieux De si rester. j'en faisais la même chose dans mon pays. Ça aurait été 1000 fois mieux là-bas que dans un autre pays. Pas que seulement à la Belgique, hein, mais Non, non, bien sûr, mais puis aussi la culture. Tu parles aussi du fait que tu ressens plus un esprit de communauté et de famille là-bas et surtout ma maman. que ici, Surtout. puis très Cette proche de distance toi. avec elle. Et je vous assure, elle, je l'ai proposé parce que je pouvais faire le regroupement familial, mais elle ne veut jamais bouger de là. Et t'es déjà retourné en Oui, Guinée je suis allé cette année, c'était, comme je dis, hein, franchement, quand ça va chez soi, il n'y a pas meilleur endroit. Oui, bien sûr. Est-ce que politiquement, il est possible de faire quelque chose pour que justement on évite le fait de partir? Est-ce qu'il y a une solution à ça ou pas? Euh, Ou est-ce que c'est utopique de Au croire que c'est fait, possible? souvent, je ne généralise pas parce qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui migrent pour des raisons différentes. Et on ne peut pas vraiment, c'est-à-dire se prêter comme porte-parole Oui, non, bien sûr, bien de sûr. tout ça. Mais pour mon cas, personnellement, je pense que mon rêve aujourd'hui, pas que seulement la Guinée, c'est aussi me retourner travailler en Afrique. Cette petite compétence, cette petite expérience que j'ai, partager avec les frères. Parce qu'il faut que nous arrêtions de mentir aux gens qui viennent de l'Afrique. Il faut que nous arrêtons d'envoyer des mauvais messages à eux par nos comportements, par nos publications, surtout les réseaux sociaux et, et surtout, avec cette idéologie de, comment je vais l'appeler ça, de mise en scène que nous nous servons souvent pour envoyer comme message. Je parle, quand je dis nous, nous qui vivons en Europe ici, pas que seulement nous les migrants, mais aussi certains Européens. Tout à fait. Je ne généralise pas. Donc, surtout avec les médias, surtout. Parce qu'il faut vraiment, politiquement, peut-être ça pourrait commencer si nous commençons à dire la vérité. Être Mais ça veut dire que l'image que vous avez de l'Europe en Guinée, c'est une sorte de, c'est ce que tu disais, une sorte de paradis de terrestre, mais qui n'existe pas en réalité. Ça commence par Mais ça. c'est ça l'image que tu avais Ça avant de venir. ça commence par ça. Moi, je ne dirais pas.
oui, beaucoup de frères que j'ai rencontrés, je dirais pour certains d'entre eux. Mais moi, sur un certain nombre de choses, comme par exemple la loi, le droit, le respect des droits, moi, je ne pensais pas. Il y a un grand nombre de choses que j'ai découvert à mon arrivée ici. Après tout ce qu'on nous chantait là-bas, cela pouvait arriver. Quand on est ici en Europe, sans papier, sans abri, noir dans les rues, pas que seulement en Belgique, ici, Mhm. pas seulement à Bruxelles, mais je vous assure, c'est là où vous allez découvrir que la loi, le droit de l'homme et tout ce qui s'ensuit, ça appartient toujours à ceux qui ont de l'argent, ou bien ceux qui sont les privilégiés, ou bien les ronds politiques et tout ce qui s'ensuit. Vous allez découvrir tellement de choses. On va vous dire un certain nombre de choses. C'est-à-dire, après tout ce qu'on nous a chanté là-bas, c'est-à-dire tous les exemples qu'on prenne de l'Europe par rapport à ceci, par rapport à cela, je vous assure, ça, moi, j'ai été vraiment étonné. Parce que je ne dirais pas au XXIe siècle que je ne voyais pas les buildings, mais c'est qu'est-ce que j'ai dit aux frères? Vous venez en Europe. Oui, héros. Mais est-ce que vous savez que gagner un héros, c'est pas facile? Je prends un exemple banal. Moi, un jour, on m'a appelé pour travailler dans un endroit. C'était pour les gonflables, là, pour les anniversaires. Ok, ok, ballon, les ballons. Oui. Et du coup, on m'a dit, on va vous chercher quelque chose, une pompe pour que. J'ai dit non, mais oh, attention, hein. Moi, je peux pomper 200 de ça avec la bouche. OK, on te paye 50 euros pour toute la journée, après avoir mis de l'air et puis l'air classé, arrangé, tout et tout. J'étais très heureux. Et je commence Ah, t'as à tout fait, souffler. t'as tout soufflé. Je vous assure, arrivé dans les vents, il y avait que l'air ne venait plus maintenant du monde, mais ça venait de l'autre côté maintenant, quoi. Quand j'appuyais comme ça, ça sortait de l'autre côté. Et après, on me dit, eh, mais qu'est-ce qui sent dans la maison? Il dit là, c'est autre chose. Parce qu'il y avait une odeur nauséabonde qui venait maintenant. Donc, oui, je leur disais que ce jour-là, oui, je n'ai pas été prendre des poids lourds ou bien des trucs lourds pour transporter, mais je l'ai senti. Je l'ai senti. Franchement, j'ai eu ces 50 euros là, mais je l'ai senti pendant combien de jours? Franchement. Donc, mettez-vous en tête qu'il y a des gens qui travaillent dur. Moi, j'ai travaillé. C'est pourquoi, si je vous dis la liste, le nombre de fois que moi, j'ai travaillé dans, c'est-à-dire dans un milieu incalculable, tous les travaux qu'on me proposait, je partais. Et je découvrais que, franchement, avec tout ce qu'on nous chante là-bas, c'est pas dans, peut-être que vous allez appeler Eldorado dans le sens l'argent et autres. Moi, ce n'est pas dans ce sens. C'est dans le sens le respect entre humains, la considération humaine et surtout, 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 le droit, le respect du droit de ton prochain. Parce que moi, j'ai travaillé dans des endroits, on ne m'a pas payé. Mais pourquoi? Parce que Et ce n'est pas vraiment entre, parce qu'il ils il faut savent le que. préciser, ce n'est pas que seulement entre Européens blancs et migrants. C'est entre migrants même Hmm. qui ont des papiers, qui n'ont pas de papiers. Il y a l'exploitation entre frères africains, frères maghrébins, il y a l'exploitation. Vous travaillez pour eux, je sais comment ils vont t'exploiter et ils te payent encore quelque chose qu'on paye plus de. C'est-à-dire, moi, c'est plus tard que j'ai découvert qu'on peut payer quelqu'un par heure à 15 euros. J'ai passé plus de 3 ans à travailler dans plusieurs endroits. Je n'ai jamais su qu'on ne peut pas payer quelqu'un à 15 euros par heure. Je n'ai jamais su. Donc, et des fois même, on refusait de te payer parce qu'on sait que tu n'as pas de papier. Si tu décomptes, tu as peur de la police. Et surtout quand moi, j'ai reçu l'ordre de quitter sur le territoire, c'était encore pire. J'ai travaillé pour des gens. Franchement, vous vous convenez, ouais, pour la journée, la personne doit te donner 50 euros. La personne, vous terminez, il te donne un jus déjà débuté. Après, il te donne 30 euros. Et après, il te dit, il faut le camp sur moi. Eh bien, j'appelle la police. Donc, j'en ai vu plein comme ça. Et c'est des gens qui me rencontrent aujourd'hui ou qui me voient dans les médias et qui me disent, il ne faut pas me dénoncer, hein, pas dire mon nom. Donc, vous voyez, et vous logez chez un frère. Vous dites, vous venez loger chez lui. Il te prend comme son boy de maison. Il te fait faire tout et il te maltraite, il te dit n'importe quoi. Et
souvent, le fait que tu habites chez lui, pour lui, il peut faire tout ce qu'il veut de toi. Et un jour, s'il en a mal, il te met dehors, ou bien sa copine qui vient, il te met dehors, même il fait froid. C'est pourquoi moi, finalement, j'ai décidé de dormir dehors parce que j'avais ma dignité là. Et depuis que j'ai commencé à dormir dehors, j'avais cette dignité, j'étais à l'aise, je dormais paisiblement. Et c'est en ce moment, j'ai continué à écrire jusqu'à ce que j'ai obtenu mon... Et ça a duré combien de temps cette période entre le moment où tu arrives en Belgique et au moment où tu es entre guillemets tranquille d'esprit? J'utilise deux termes. Il y a ce qu'on appelle chasser du centre, il y a ce qu'on appelle te foutre dehors. Parce que pour moi, on m'a foutu dehors, au petit château, Ok, ok. à cette époque. Le Euh, petit château, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où on recueille les migrants en attente de papier, c'est ça? à l'époque, c'était un feu d'asile. C'est fait, non seulement on accueille les gens à l'Office des étrangers, on les envoyait là-bas pour y vivre. C'était notre résidence provisoire. Bon, entre parenthèses, résidence. C'est autre chose. Parce que j'ai vu le ministre décrire là-bas comme étant, waouh, c'est-à-dire le meilleur des endroits. Franchement, mais heureusement, j'étais sur le même plateau, donc j'ai passé mon message pour ce qui est de la réalité. Euh, Quand je dis on m'a foutu dehors, parce que le temps qu'on m'a donné et les effets que j'ai trouvés, humainement, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Début hiver, c'était vraiment au même moment, novembre. Mais donc, t'arrives en novembre, c'est ça? Non, je ne suis pas arrivé en novembre, je suis arrivé au mois de juin Mhm. en Belgique, le 6 juin. Donc là, ça va, il fait Je commence ma peu de procédure. On soleil. m'envoie au petit château. D'abord, après, transit dans beaucoup d'endroits. On m'envoie au petit château. Je reste là-bas. On me dit, procédure de Dublin. Dublin, pour ce qui est de Dublin, c'est que c'est l'Italie qui était apte à gérer mon dossier. Pourquoi j'ai quitté là-bas et venu ici? Or, l'Italie pouvait faire l'affaire. Sauf que l'Italie n'est pas sur la planète Mars ni Pluton, c'est tout près. On peut juste appeler, c'est-à-dire en 2 ou 3 jours, on a la réponse. Donc, on dit, on va appeler l'Italie. Si l'Italie nous cède votre dossier, on va vous accorder. On va voir la suite de votre procédure. Là, on ne vous écoute pas, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans ton pays pour venir en Belgique. On écoute la personne par rapport. On n'écoute même pas la personne, on écoute plutôt l'Italie. C'est-à-dire, on suppose écouter l'Italie. Après, un matin, on te dit l'Italie n'a pas répondu. Cela veut dire que vous devez quitter en Belgique. Et là, vous recevez directement 30 jours de quitter. Et mais ce qui est violent, vous rentrez au centre. Pour moi, c'était le petit château. L'information est déjà venue avant. Donc, on vous dit, monsieur, d'ici 12 heures, c'est-à-dire, vous quittez vers 10 heures à l'office. Hein. Vous venez, on dit, d'ici 12 heures, d'ici midi, vous devez quitter. Vous avez 2 heures pour préparer Donc, tout. t'arrives 12 heures plus tard, t'es censé partir. Oui. Ok. Et si tu retardes, il y a une personne à l'époque, tous les migrants qui y étaient connaissaient cette dame-là. Et quand vous retardez, elle vient directement, elle va rassembler tous les effets. Et là, c'est directement dehors. Si vous restez un jour de plus, c'est la police qui va vous prendre et directement au centre fermé. Et donc, moi, j'ai trouvé que déjà, parce qu'on me connaissait, je posais trop de questions. Pourquoi? Et Rebelle. le fait de dire j'ai droit, pour certains travailleurs, certains assistants, c'est comme si vous les insultez, quoi. Ouais. Quand on vous dit ils font ça, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, mais certains assistants, vraiment, on dirait que ce ne sont pas des humains, quoi. C'est des robots, voilà, qu'on a envoyés là. C'est que typique, ce qui est dit, c'est ce qui... Et souvent, ce n'est pas ce qui est dit. Et quand moi, je suis rentré au petit château, j'ai pris le manuel, j'ai vu tous les règlements. Donc, quand on me dit quelque chose, je dis, mais ça ne se trouve pas là, hein. Par exemple, me fouiller quand je ne suis pas présent, je viens, je trouve mes effets. Jusqu'à présent, j'ai la photo. Et là, je viens voir la personne. Je nomme même, parce que ça, je dis tout le monde, Franca, je dis, mais je dis, vous avez été me fouiller. Oui, on a le droit, hein, c'est déjà écrit dans le truc. Je prends, je dis, mais ça ne se trouve pas dans les règlements. Alors, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Si vous ne voulez pas, vous quittez dans le centre ou bien vous partez chez vous. Donc, vous voyez des propos comme ça. Et souvent, il y a mes amis qui me disent, souvent, Kourouma, si tu ne fais pas attention, c'est dangereux. Des gens qui travaillent ici, il y en a qui n'ont pas les mêmes diplômes auxquels toi tu penses avoir. Il y en a qui sont mal à l'aise quand tu montres trop que tu es intellectuel, ou bien
que tu es curieux ou bien que tu veux beaucoup dénoncer. Il y en a qui sont mal à l'aise avec ça. Et là, ils deviennent violents. Et ça, c'est ce que je ne comprends pas. Mais attention, je ne dirais pas que tout le monde. Moi, j'ai rencontré des gentilles personnes qui font très bien leur droit et qui se permettent même de te dire, je ne peux pas te dire ça, hein. Oui, Mais c'est ça. normalement, c'est ça. Ce qui me fait mal, des fois, ton assistant t'appelle et te dit, tu as confiance en moi? Assistante sociale, c'est ça? Oui. Tu as confiance en moi? Tu dis oui. Il faut signer un document. Tu commences à lire, mais si tu as confiance en moi, il faut signer. Et moi, je dis déjà deux choses. Soit je dis, laissez-moi lire à l'aise une copie. Ça leur faisait mal. Monsieur Krouma, mais vous avez trop de problèmes. Oh ben, je dis, laissez-moi demander un avis juridique au social. Ah, mais je suis ton assistant, ça. Pourquoi alors demander quelqu'un d'autre? Hein? C'est pourquoi je gère ton dossier. J'ai géré pour beaucoup de gens. Donc, c'est comme si, et puis souvent tu signes, c'est le même cas aussi dans les CPS. Je suis allé au CPS, je n'ai même pas fait un mois, j'ai commencé à travailler parce que ça me faisait mal, quoi. On te fait signer des choses et après ça se retourne contre toi. J'ai vu dans certains CPS même, il y a des lois qui se votent c'est-à-dire au sein même du CPS là-bas, qui n'ont rien à voir avec les lois belges, hein. Franchement, et puis qu'on t'impose. Et puis Mais, tu viens, tu signes, ça se retourne contre toi, ça réduit tes droits petit à petit. Et cette soi-disant maintenant assistante ou bien assistant se dit, c'est mon travail, hein. Il faut avoir confiance. mais donc, pour comprendre, toi, tu es arrivé en juin en Belgique. Oui. Ils t'ont directement envoyé au petit château ou pas du tout? Oui, d'abord, dans un autre centre, ça c'est un centre de transit. Il fallait juste rester là pour avoir son numéro national et puis vaccination et autres. J'oublie souvent le nom de ce centre. Et après, là-bas, maintenant, je suis revenu. On m'a envoyé au petit château. Je suis Et resté donc, juin, novembre. au petit château. On m'a foutu dehors. Et là, on t'a foutu dehors pour quelle raison? Parce que mon Dublin, que l'Italie n'a pas Ah, oui, c'est répondu. ça. Peut-être que l'Italie se trouvait sur la planète Mars en ce moment, ou bien Pluton. Donc, je ne sais pas, je me pose. Mais c'est une mesure. Après, je me suis renseigné, c'est une mesure purement économique, hein, parce que la personne qui se déplace de l'Italie, de l'Espagne pour venir ici, ou bien de la Grèce pour venir ici, quand cette personne rentre en procédure à partir de l'Italie, il y a une subvention européenne qui part vers ce pays en question. D'ailleurs, même, c'est une source de revenus, une grande source de revenus d'ailleurs pour l'Italie. C'est pourquoi quand je vois ce système mafieux, on dit, ah, il faut arrêter la migration, il faut faire ceci. Mais s'ils savent le nombre de personnes qui travaillent dedans, le nombre de gains que les gens ont dedans, s'ils savent ce réseau mafieux qui a ses ramifications à partir de ces pays de transit, je parle de la Libye, du Maroc, de la Tunisie, jusqu'en Europe, s'ils savent comment ça se passe, les grands buzz et trucs, ben, ça va Mais prendre du temps. ça, Donc, on va en parler après du coup du voyage, mais donc, ils te mettent dehors du petit château, mais en gros, quand on te met dehors, c'est quoi? On te dit, tu as 30 jours pour quitter le pays, c'est ça? oui, petit château, allez. Et Mais est-ce après, que on me quelqu'un dit, vérifie sur chaque le fois que... territoire belge, la personne a 30 jours. Mhm. On te donne un laissez-passer. Ce laissez-passer, ça veut dire, avec ça, vous pouvez vous déplacer jusqu'en Italie. C'est après 30 jours, si vous ne vous déplacez pas, lors d'un contrôle Ok. policier, vous êtes pris, centre fermé. Et cette fois-ci, c'est comme, bon, la Belgique, heureusement, la Belgique est, parce qu'il faut dire la vérité, est mieux flexible par rapport à cela. Parce que c'était rare au temps de, notre temps, c'était au temps de M. Théo Franquin, malgré qu'il y avait cette grande phobie avec les migrants. Mais les rapatriements étaient rares, comme maintenant, comme au temps de Mme Demour et autres. Donc, dans ce sens, vous partez dans un centre fermé si vous êtes pris par la police. Et ça, il faut éviter les transports communs parce que tout ce qui peut être source de Ouais. contrôle, là, il faut éviter. Mais donc, toi, t'as pas été pris dans... Moi, j'ai évité tout ça parce que Mais, j'ai évité tout ça en travaillant, hein. Je paye mes tickets et je travaillais aussi. J'étais dans les ASBL, j'étais dans les mouvements et aussi, euh, je me déplaçais beaucoup à pied dans Bruxelles. J'ai compris même que Bruxelles n'est pas grande, c'est le métro alors qui fait que Bruxelles devient grand parce que ça fait il y a tellement des de détours. détours, on dit waouh, tu fais des heures dedans. Or, quand tu fais à pied Bruxelles, c'est-à-dire de Thomas, là-bas à pied à Bruxelles midi, quand je dis mais attends, c'est comme si c'était une arnaque, quoi, le fait que je prends, on me fait comme ça.
peut-être pour me faire voir un peu la vie. Donc, ouais. Mais donc toi, t'as pas été pris, mais à quel moment tu arrives du coup à te faire régulariser? Enfin, comment on fonctionne? En fait, c'est juste pour essayer de comprendre toute la procédure, enfin en tout cas la procédure que toi, t'as traversée pour arriver à être enfin régularisé et être, entre guillemets, dans ton pays d'accueil de manière régulière. Les belles rencontres. La première, c'était à Global Roman, à l'époque, 2017-18. J'ai rencontré une dame du nom Anne, qui est l'actuelle directrice de Global Roman. C'est quoi, Global? Global Roman, Globe Aroma, ok. oui. Euh, c'est normalement Globe Aroma, mais en fait, nous on dit directement Globe Aroma, quoi. Mais et c'est quoi comme sens? C'est une ASBL qui accueille des migrants de toute origine et qui permet aux migrants d'échanger, de mettre des talents artistiques, voilà, beaucoup d'autres choses en jeu ils ont des espaces où ils peuvent aller pour travailler. À l'époque, à notre époque, c'était Anne, c'était Elfs qui a été députée, qui était à l'époque directrice de là-bas, et après Anne est venue. Mais Anne était spécialement chargée aux projets liés aux migrants, le migrant qui proposait des projets. Et c'est elle qui avait cette directive-là de vous dire allez vers ceci, vers cela. Elle avait Ok. cette relation. Donc, en un mot, c'est à travers elle que j'ai rencontré les deux personnes qui ont été pour moi euh, mes chevalières blanches. Il s'agit de Nicolas et Sandra. D'abord Nicolas, parce que c'est grâce à lui voilà, j'ai quitté dans la rue. Il m'a logé à Scarbeck. C'était aussi à l'époque une sorte d'ASBL qu'ils avaient. Et du coup, j'ai commencé à dormir là-bas en tant qu'auteur, parce que j'avais fini mon livre et il fallait continuer à réécrire tout et avoir de l'espace où dormir tout. Donc, c'est grâce à ce couple flamand. Ces deux jeunes, d'abord, et c'est plus tard j'ai compris qu'ils sont homo. C'est une autre histoire que j'ai vécue après. Parce que moi, à la base, en venant en Belgique, il faut être honnête, j'étais vraiment homophobe à 100%. Mais Mais vraiment est-ce 100%. que c'est Mais culturel? Est-ce que c'est un truc de Guinée? Ou est-ce ce que c'est n'est pas personnel? culturel, mais non, ce n'est pas personnel. Mais au fait, le milieu dans lequel j'ai grandi, mes enseignements islamiques, certaines incompréhensions aussi de la vie, et aussi, bon, je dirais, manque de parcours, parce que j'ai souvent remarqué les plus grands racistes, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup marché. C'est vrai. J'ai souvent remarqué ça, parce que même en Libye, qui est le continent africain, mais les plus grands racistes que j'ai rencontrés là-bas, c'est des gens qui sont jamais quittés, qui ne savent même pas qu'il y a autre vie après ici. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, Dieu sait que le hasard a fait que j'ai rencontré ces deux personnes-là et ça a été pour elles, lui et son mari, ça a été pour eux une expérience, une compréhension par rapport à certaines choses parce qu'on discutait des fois jusqu'à 0h, 2h en train de discuter sur religion, sur tout. Il n'y avait pas de tabou. On discutait de tout. Et on me donnait mon espace de prière, on m'accordait tout mon temps. Il a même acheté un tapis de prière. Oui, dans leur maison, je Mais prie à côté. eux, tu les rencontres via le côté artistique de l'écriture et tout ça, ou pas du tout? Moi, il n'y avait rien vraiment d'artistique avec. Mais vu que quand j'ai commencé à dormir, là où l'espace qu'ils m'ont offert, ils m'offraient de l'argent deux fois, ils m'achetaient à manger. J'avais du mal avec ça. Je leur ai dit, ça, pour moi, en fait, ça touche ma dignité. C'est bien ce que vous faites, mais ne m'habituez pas Oui, à oui. cela. Cherchez-moi du travail. Et c'est avec eux que j'ai signé mon premier contrat en 2018 en tant qu'artiste, comédien, chose que j'ai jamais fait, jamais sur scène. Et j'ai travaillé avec eux et voilà, on a travaillé sur une pièce qu'on a montée à Montgomery. Et pour la première fois, voilà. Et est-ce que c'est la pièce que tu joues maintenant? Non, Ou c'est c'est une pièce avec eux? avec Ok, ok. spécialement, qu'on appelle télévision live. Et il y a le nom, mais c'était le groupe CAC. J'étais avec eux, le groupe CAC à l'époque. Et le hasard a fait qu'ils sont tous des Flamands aussi. Tu joues en flamand? Non, mais au fait, moi c'est en français. J'étais le seul parmi Ah, eux, c'est vrai. d'abord étranger et noir, et mais aussi
francophone. Attends, ça parlait de quoi la pièce a un rapport En avec... fait, bon, ça parlait un peu. Je dis, c'est que à travers cette pièce, c'est comme s'ils essayaient de démolir toutes euh, c'est-à-dire certains codes dans le théâtre où il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Parce que eux, dans leur moralité déjà, il faut vraiment démystifier Mhm. certaines choses Mais et aussi dénoncer en même temps. Parce qu'on voyait dans la pièce où Hitler vient, qui fait son speech, qui fait son discours, et il y a plein de choses. On a même été joué dans le Dessingle, ça, le grand théâtre ça te va bien? d'Anvers. Le côté rebelle, non? On casse les codes. C'est aussi ça. En fait, ce groupe, c'est aussi un peu cette idéologie un peu révolutionnaire où il ne faut pas jouer qu'avec les codes seulement. Voilà, il faut décoder un certain chose. Il faut arrêter de suivre que cette règle-là seulement. Donc, et ça, c'est comme si je rencontrais un peu moi-même Ouais, dans un ouais, autre univers. Et c'était bien. les multivers. Donc, c'était ma première fois. Et j'ai eu un contrat de 6 mois. À travers ce contrat-là, je me suis acheté un ordinateur. Et j'ai commencé à travailler très bien et j'avais cet espace. Et c'est suite à cela, petit à petit, que j'ai rencontré enfin Sandra Racco. Cette dame, avant elle, j'avais perdu la notion de confiance aux gens. Parce qu'à chaque fois, j'étais dessus. J'étais dessus. Que ce soit ça dit sur plusieurs plans. Quand je porte confiance à quelqu'un, soit la personne se sert de moi. C'est comme on dit souvent, c'est-à-dire, vous avez un sachet d'eau, vous buvez, vous jetez. C'était souvent comme ça. Et quand j'ai rencontré Sandra, elle m'a fait des promesses. D'ailleurs, c'est elle qui m'a proposé l'équipe théâtrale, après monter sur scène. Je l'ai pris pour une folle parce que c'est pas mon métier. J'ai jamais pensé à des choses comme c'est un fait du hasard, voilà, qui a fait que je me suis retourné avec le groupe flamand des jeunes pour monter sur scène. Et ça aussi, c'est une petite partie où je viens, j'interviens. Toutes les autres parties, j'interviens, mais c'est comme si je suis téléguidé dedans, quoi. Mais cette fois-ci, c'est moi, le seul en scène qui parle de mon spectacle. Quand elle a dit cela, je l'ai regardé. J'ai regardé Anne, on l'a pris pour une folle parce que nous, on parlait d'une écriture, d'un atelier d'écriture pour mon livre, pour sa sortie, pour un éditeur. Mais je vous assure, cette dame, depuis 2018 jusqu'à maintenant, toutes les promesses qu'elle m'a faites, on est parti au bout de tout ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle reste pour moi comme une sœur. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est grâce à elle, c'est que je me suis dit, alors, il y a toujours des belles personnes. Il ne faut pas traiter tout le monde, comme on le dit chez nous, ne tapez pas tout le monde avec le même bâton. Voilà. C'est quoi, est-ce que c'est un métier que tu as envie de continuer de, de vivre, le côté comédien, ou est-ce que c'est juste un message à faire passer et puis ça suffit? J'aime bien. Seulement ce que j'ai détesté dans le milieu de théâtre parce que, en fait, ils n'ont pas de contrat stable. Et ça m'a beaucoup. Sandra, souvent, excuse-moi, Sandra, si elle voit, je sais que ouais, tu ne vas pas aimer, mais c'est qu'il n'y a pas de contrat stable dedans. En fait, tu fais ce travail-là, après, vous êtes en arrêt encore, chômage, après. Et moi, j'ai des enfants, j'ai une famille, et j'ai besoin de cette stabilité financière. Tout à fait. Et je me suis dit que ma seule indépendance dans ce pays, que ce soit ici en Belgique ou partout en Europe, ma seule plus grande indépendance, ma plus grande liberté, c'est ma liberté financière. Ouais, bien sûr. Quand je travaille, je gagne avec ma soeur, je nourris mes enfants avec ça. C'est, quand on me pose la question de cette paix du cœur, c'est en ce moment, quand j'ai signé mon contrat à la maisonnée, mon contrat indéterminé, c'est pour la première fois que j'ai pu souffler cette paix du cœur. C'est beau. Et par rapport au théâtre, j'aime bien parce que ça me rapproche du public. C'est le seul moment où on peut m'écouter. Je peux aussi écouter. C'est pourquoi dans ma pièce, après c'est-à-dire un premier temps, mon long narratif avec quelques mouvements, il y a aussi cet échange qu'on appelle bord de scène, où j'interagis avec le public, je les écoute. Des fois, j'apprends certaines choses. Et ça, c'est super bien. Et ça m'a permis aussi encore, ça m'a donné une idée aussi, pourquoi pas un jour aller en Afrique enseigner mais aussi faire des conférences, comme récemment quand je suis allé, ce que j'ai fait aussi dans certains pays. Donc, voilà.
ça a aussi suscité un autre rêve en moi plus tard. Mhm. Mais pas maintenant d'abord, parce qu'il faut stabiliser un certain nombre de choses. Euh, Je dis souvent, il ne faut pas être égoïste parce qu'il ne faut pas tout ramener à moi pendant que j'ai des enfants aussi ouais, bien sûr. qui ont besoin d'un papa actif dans leur vie. Mais donc, tu as eu la chance de rencontrer ces personnes. Comment ça se passe pour les gens qui n'ont pas de chance de rencontrer personne? En fait, la question, c'est comment ça se passe une fois que tu te retrouves à la rue et que, en réalité, ton seul objectif, c'est de ne pas te faire attraper par la police. Est-ce qu'il y a eu des tentations de travailler dans des métiers qui sont pas légaux? Est-ce qu'on t'a proposé des trucs bizarres? Est-ce que ces gens sont pas exploités aussi par la société parce qu'ils sont précaires et qu'en réalité, ils peuvent pas se plaindre? Mais il y a cette exploitation-là. C'est pourquoi je dis, avec tout ce qu'on nous a chanté en Afrique, quand j'ai découvert ça ici, ça m'a. J'ai dit waouh. Est-ce que tu le Et referais? beaucoup de gens ne vont pas y croire. Bon, je vais revenir par rapport à cette question. Mais pour ça, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas pu se retenir. Ils sont, quand j'en connais plein que je rencontre à la gare du Nord, ils sont dans l'alcool, les vices. Et après encore, les Européens vont dire, ah bon, voilà, ce sont les migrants. Mais comment ils sont devenus? C'est Mm. pourquoi je dis souvent, quand on est dans la procédure de demande d'asile, c'est-à-dire les stress quotidiens, les soucis, certains propos transforment des gens à devenir des bombes humaines. C'est que ce qu'ils ne y jetaient pas, ce qu'ils ne, ils n'y pensaient pas, tout le monde n'a pas la même manière de gérer ces stress-là. C'est-à-dire, certains, ils vont aller vers l'alcool, ils vont aller vers la drogue. Certains vont même vers les femmes. Parce que souvent, c'est aussi cette partie, ah oui, je ne fume pas, je ne bois pas, mais quand même, je vais dans les bordels, je vais dans. Vous voyez, ça, c'est grave parce que souvent, je connais certains potes, dès qu'ils travaillent un peu, ils disent, man, je vais à la rue d'Ascot. Je dis, c'est quoi là-bas? Un jour maintenant, le gars, il me dit, viens, je vais te montrer la rue d'Ascot. Et moi, pour la première fois, je viens dans la vitrine. Je dis, mais c'est quoi? On vend les gens dans les. Il dit non. Il dit, si tu as l'argent, on rate. Parce que c'est des choses, quand tu commences à. C'est aussi une autre drogue. Donc, Ouais, bien il y en sûr. a comme ça, leur vie, ça se résume à ça. Parce que pour calmer leur stress, pour oublier tous ces soucis. Donc, moi, je dis tout simplement à tous les amis, quand vous vous retrouvez dans ces vies-là, pour moi, il y avait trois choses qui me retenaient de rentrer dans des choses. Premièrement, c'était la parole de ma maman. C'est comme si ça retentissait partout où je vais. Partout où je vais, c'est comme si ça retentissait. C'est comme si j'écoutais sa voix encore à chaque fois. Quand je veux tenter certaines choses, ça me revenait à chaque fois. Et bon, une fois, j'ai tenté une aventure avec une dame, je vais dire européenne. Parce que ici, je dis blanche ou autre, là, c'est à des connotations un peu. Voilà. Mais elle était blanche. Ouais. Et du coup, c'est ma première fois d'ailleurs même que je raconte ça, mais je vais taire son nom, mais elle sait de quoi je parle. Et on se rencontre une ou deux ou trois fois. Attends, tu la rencontres où? Enfin, si on peut savoir, hein, parce que c'est juste pour Quand vous comprendre. parlez des risques, moi, j'ai eu deux risques dans ma vie. Le premier risque, c'était à User. Il y a un monsieur qui est venu. En ce moment, j'étais habillé, j'avais un pantalon très serré sur moi et habillé un peu. Parce que je n'avais pas d'habits, quoi. Les habits que j'avais eus au centre, c'est ce que je portais. Donc, il est venu, il m'a dit, je veux. Et il a été honnête. Il a dit un massage. Mais moi, j'ai pensé remassage ou bien massage. Ah ouais, ok, ok. Ramassage dans les trucs ou bien. Ouais, ok, ok. Moi, parce que à Isère, quand on faisait autostop, on est pressé, quoi. Quand une C'est pour voiture les s'arrête, chantiers, il souvent. faut aller vite, quoi. Travailler. Donc, je veux quelqu'un pour le massage. Moi, je pense que j'ai dit, moi, monsieur, directement. Et après, il dit, viens, rentre. Je viens, je rentre dans la voiture. On part, on tourne. Il cherche. Je dis, mais c'est quoi chez vous? Il dit, on part où? Il tourne, il regarde les hôtels. Il tourne, il tourne. Il s'arrête près d'un hôtel. Il rentre dedans. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Après, il sort, il demande mon âge. Après, il rentre encore. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait encore. Après, il vient, il me dit, venez.
Je viens, je le suis, je pensais que peut-être ça pourrait aller laver quelque chose, peut-être c'est le propriétaire. Et là, je Quel viens enfer. dans cette chambrette, il se déshabille complètement en slip, après il me dit de me déshabiller. Je dis, Le je dis ramassage. ramassage, c'est ça? Et il dit, vous n'avez pas compris, monsieur. Je lui ai dit, massage. Ah putain. Je dis, mais c'est pas mon métier, ça, monsieur. Il dit, mais Quel enfer. je pensais que vous m'avez écouté, non? Il dit, maintenant que tu es là, je te donne 100 euros pour 1 heure. Moi, je n'avais jamais eu un travail. Des fois, quand je travaille tout à l'heure, 15 euros, 20 euros, 100 euros. Je dis, monsieur, vous êtes sûr sur ça? Il dit, oui, 100 euros. Je dis, est-ce que c'est légal? Il m'a regardé. Je dis, ça, c'est légal, ça. Vous m'envoyez ici à votre âge et puis vous me proposez des choses comme ça. J'ai dit, monsieur, ma religion ne me permet pas. Il dit, bon, je fais 200 euros. On reste juste, tu restes à côté, tu te déshabilles. Je dis, moi, me déshabiller, homme. Et là, j'ai crié. Il dit, t'es fou, quoi. Et là, j'ouvre la porte, je sors en courant. Le monsieur me dit, c'est quoi? Et lui aussi, il me traite. Il dit, bon, dis donc, c'est votre habitude, ça. Pourquoi tu courais? Mon habitude, quoi? Il dit, il envoie beaucoup de jeunes ici. Oui. Et ça, maintenant, je n'ai plus accepté maintenant, quoi qu'il arrive. C'est sûr, parce que c'était indigne pour moi que de faire un travail comme ça, prendre cet argent. Et la deuxième fois, ça, c'était une dame. Plus aucun ramassage. Ah non, 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 non. Même quand tout ce qui colle maintenant, ramassage et quoi, je ne cherche pas. Déménagement peut-être. Et la deuxième fois aussi, ça, j'étais, vous voyez un peu là où il y a les statues de Caïmans, là, vers, toujours à Ugel en bas, là où il y a des arbres, c'est-à-dire l'arrêt du tram Petit Château. Mhm. Ouais. Près de là-bas, il y a un parc. Devant ce parc-là, un peu, il y a un coin où les migrants viennent s'asseoir, ceux du Petit Château, Oui. pour bénéficier du Wi-Fi, parce qu'il y avait du Wi-Fi gratuit là-bas. Donc, on venait souvent rester là-bas très longtemps. Et il y avait une dame qui est venue m'aborder. Et rapidement, on commence à parler. Et honnêtement, parce que si je veux devant vous, je vais dire non, je n'étais pas amoureux. Mais ça faut, hein. J'étais amoureux. Et du coup, on se rencontre 2 ou 3 fois. Un jour, elle m'invite, je viens l'aider ce gel à travailler. Elle me tend 200 euros. Elle dit, si tu as besoin, je dis non. J'ai pris 20 euros. Je dis, si on est, voilà, si on est lié de façon amoureuse, tu n'as pas besoin de me donner l'argent. Sinon, ça serait directement, tu rachètes Oui. mon amour. Elle dit, toi, tu es quel Africain? Après, elle m'appelait mon Africain. Après, je suis parti. Un autre jour, je suis venu. Et je l'ai dit, ça l'a fait rire. J'ai dit, bon, on va faire nos examens. Moi, j'ai fait pour moi déjà, tous nos examens. Parce que je ne porterai pas les gants pour travailler et porter les gants aussi pour faire l'amour. J'ai dit, alors on fait tous nos examens. Là, on est clair, de ton côté, de mon côté. Elle l'a pas fait. On est resté comme ça. On a fait quelques mois après. J'ai dit, l'amour ne doit pas être basé seulement que sur le sexe. Et surtout, avec ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire cette idée raciste qu'on dise, ah oui, les Africains, le gros truc. Donc, s'il y a cette mentalité-là, je dis, vous et moi, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faudra d'abord que nous basons sur la confiance, que nous nous respections, que nous nous considérons pour entreprendre quoi que ce soit. Elle m'a viré. Elle m'a mis à la porte. Elle m'a dit, il ne faut plus venir chez Ça, moi. c'est l'inverse du cliché, quoi. C'est Donc, ouf. elle m'a mis dehors. Donc, et après, elle est partie raconter à mes amis que je suis homo, qu'elle comprend certainement que je suis homo, c'est pourquoi je n'aime pas les femmes, des trucs comme ça. Et voilà, quand elle a entendu que je suis marié, elle a vu mon épouse, après, elle a vu que j'ai eu des enfants, c'est autre chose. Et souvent, on se rend compte. Elle dit, mon Africain, j'ai dit, ouais, j'espère que tu n'es pas compliqué comme ça avec ta femme. Donc, voilà. Mais par rapport à cette question, il y a vraiment de la maltraitance dehors. Il y a plein de choses. Je connais plein de gens qui exploitent, qui utilisent les gens, qui font, ça dit, des choses ignobles avec les migrants parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça avec d'autres. Et ça, il y a tellement de choses. Des fois, on vient nuitamment te trouver couché aussi. On te propose certaines choses pour aller faire certaines choses bizarres. Et on te propose des sommes 1 000 euros pour une nuit. Mais si vraiment vous n'avez pas votre dignité, vous n'allez pas accepter.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça d'un point de vue politique ou d'un point de vue... Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce que c'est juste la précarité qui fait qu'ils sont, enfin, qu'ils sont dans les conditions de devoir accepter des choses qu'ils ne feraient pas de manière générale? Un jour, à la fin d'un spectacle, il y a une dame qui m'a posé la question, Monsieur, si vous êtes ministre, qu'est-ce que vous allez faire? Comme c'était à la fin des votes et autres, si vous êtes appelé à être ministre en Belgique ici, qu'est-ce que vous allez faire? Je l'ai dit, c'est juste considérer tout le monde au même pied d'égalité. Quand je dis même pied d'égalité, que les migrants sont aussi, parce qu'elle m'avait dit en charge de la migration. J'ai dit considérer que les migrants, c'est des humains aussi. Chaque personne a une histoire, a une identité, a une considération, a aussi une valeur. Donc, mettre chacun vraiment dans cette valeur-là et enlever le voile de migrant. Ça serait mon premier travail. Oui, c'est banal de le dire, mais c'est que beaucoup de migrants ont besoin, c'est-à-dire qu'on nous, je ne dirais pas nous accorder, parce qu'on a déjà cette humanité, mais qu'on soit conscient de notre humanité, Mhm. que avant tout, on est des humains, comme la personne en face. Et ça, c'est important. Pour quelqu'un qui dort dehors, pour quelqu'un qui n'a pas de papier, pour quelqu'un qui est noir, pour quelqu'un qui vient de n'importe quel pays, si déjà on a ce message-là, on a cette compréhension-là, cette considération-là envers les gens. Et moi, si j'ai eu cet espoir aujourd'hui, j'ai pu continuer, c'est parce que j'ai rencontré des gens, des personnes, des belles personnes qui m'ont considéré comme un humain. Et à partir de là, parce qu'on dit au même pied d'égalité, oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'être au même pied d'égalité. Mais c'est juste qu'on sache quand même que l'humain égale humain. Ouais. La richesse et tout ce qui s'ensuit vont venir après. Mais comment on peut dire dignement non à quelqu'un? Tu ne peux pas rester en Belgique de manière digne. Est-ce que c'est possible? C'est très compliqué parce que souvent, j'étais en plein bord de scène. Il y avait une dame dans la salle et elle travaille au CGRA. D'ailleurs, même, plusieurs fois, ils m'ont proposé d'aller faire une représentation théâtrale avec eux, mais ça n'a jamais abouti parce que je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'attendais vraiment les gens qui travaillent dans, au CGRA, ils Que- voulaient m'inviter au fait, quoi. Et je rêvais beaucoup parce que si j'ai l'habitude de faire 1 heure, avec eux, je voudrais faire plus de 2 heures du temps ou 3 heures même. Parce que ils auront des questions à me poser, mais j'aurai des réponses à leur donner, aussi des questions aussi en même temps dans mes réponses à leur donner. Si vous voulez faire ce travail, il faut qu'il y ait des gens aussi qui font ce travail-là. Mais si vous devez faire pour briser la vie de quelqu'un, pour détruire la vie de quelqu'un, il faut vous rassurer. Ne vous, c'est que ne vous identifiez pas ou bien ne consacrez pas seulement vos recherches ou bien vos analyses sur des faits qui sont dictés, qui sont déjà complètement écrits et standardisés, et voilà, avec ça. Il faut voir chaque chose dans son aspect, il faut bien se renseigner, bien comprendre les choses avant de prendre une décision. Parce que je vois souvent certaines décisions sur certaines personnes que j'ai rencontrées. Honnêtement, si les gens qui travaillent là, s'ils savaient qu'ils ont détruit toute une famille, mais sans se rendre compte, sur des propos, sur des choses qui n'ont rien à voir avec ces gens-là. Donc, il y a les deux cas. Je ne dirais pas que tous les migrants qui viennent euh, sont dans leur raison d'avoir les papiers. Je ne dirais pas non plus aussi tous ceux qui viennent aussi ne sont pas dans leur raison. Qui suis-je d'ailleurs même pour identifier Paul et Mm. Pierre? Non. Mais tout ce que moi je peux demander à ces gens-là, faites votre travail, mais vraiment dans le sérieux. Faites votre travail, mais vraiment dans la bonne recherche, surtout dans la bonne logique. Utilisez vos bons sens pour vraiment comprendre les choses avant de prendre une décision. Parce qu'il est vrai que j'en connais certains qui avaient toute une vie là-bas pour réussir. Mais le fait d'entendre que leur ami se trouve aux États-Unis, tout va bien avec lui, ils ont pris leur recherche, ils ont mis tout le paquet en jeu pour venir vraiment, pour eux, profiter de la belle vie. Donc, si un agent comme ça découvre une telle vie, attention,
S'il est vraiment serein, il comprend cela, pour sa décision, ça lui appartient de faire quoi que ce soit. Mais attention aussi pour une famille, par exemple, les Afghans. Je prends un exemple banal. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, j'ai vu la grande solidarité. Je me suis rendu compte qu'il n'y Mm. a qu'à l'Europe est capable d'accueillir les gens. Et les Afghans qui viennent, les Iraniens qui viennent, les gens des pays de guerre. Donc, ils n'en avaient rien à foutre de ceci. Maintenant, la grande solidarité. J'ai vu à l'époque même beaucoup de migrants venant d'autres pays qui dorment dehors parce qu'on a réquisitionné la grande majorité des centres consacrés aux Ukrainiens. Je n'ai rien contre eux. Non, bien Je suis sûr, bien sûr. contre toute forme de violence. Mais par contre, ce deux poids, deux mesures, je suis contre cela aussi. Tout à fait. Donc, j'ai vu qu'il y a la possibilité, mais il n'y a pas la volonté, la bonne volonté de gestion. Et c'est ce qui fait que ce deux poids, deux mesures, ça, je condamne. Je suis contre cela. Déjà, les Ukrainiens, avant qu'ils ne viennent, on les appelle des réfugiés. Et nous, quand nous obtenons le titre de séjour, on nous appelle réfugiés. On est appelé migrants. Parce que migrants, ça sous-entend quoi? Quand on dit migrants, c'est quand vous regardez la première définition, c'est pour des raisons économiques. Donc, imaginez qu'un Belge qui voit ça et qui vit dans une vie difficile, qui voit que pour des raisons économiques, il vient chez nous. Parce que c'est comme ça qu'on les traite. J'ai rencontré des personnes âgées qui disent, vous prenez le travail de nos enfants, vous profitez de la belle vie. C'est vous qui vendez des drogues, de la drogue. C'est vous qui volez, qui violez. Donc, on est traité de tout ça, que les migrants. Imaginez un fait qui se passe sur un citoyen migrant et un fait qui se passe sur un citoyen belge, par exemple. Ça serait beaucoup plus vu, beaucoup plus agrémenté, extrapolé quand il s'agit des migrants. Or, tout humain, il y a les bons, il y a les mauvais. Que ce soit un Européen, que ce soit un Africain, que ce soit un Asiatique, quiconque, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais un seul cas ne doit pas être une identité qu'on va coller à toute une entité. Et quand tu vois tout ce parcours, parce qu'on n'a même pas parlé de tout le voyage pour arriver en Belgique, ou en gros, bah, si les gens veulent voir, parce que tu en as parlé dans le podcast Légende, donc où tu parles vraiment de toute la partie du voyage qui à la base était censé arriver en Algérie, si je comprends bien, Oui. et qui fait que tu passes par le Mali, le Niger, la Libye, ou même où tu as été enrôlé ou kidnappé même en tant qu'esclave, où on t'a forcé à travailler pendant des mois, voire des années, je sais pas combien de temps ça a duré. Quand tu vois ça, puis quand tu vois l'arrivée en Belgique qui est complexe avec toutes les démarches administratives, tout ça, est-ce que, avec le recul, tu referais ce voyage si tu avais été, si tu avais été au courant, est-ce que tu l'aurais fait? Et de deux, avec le recul maintenant que tu es installé, est-ce que tu le regrettes ou est-ce que tu es quand même content d'avoir atterri ici? Alors, cette question, on me la pose souvent, mais attention, parce qu'il y a la question oui ou non. La réponse oui ou non. On a le temps pour la Oui. nuance. Ouais. Non, parce que, Non, en tu fait, regrettes pas? Ou non, en fait, oui, je regrette. Mhm. Non, je ne regrette pas parce que dans quel contexte je dis oui ou non, euh, quiconque dans ce monde-là, c'est pas que la Belgique, c'est pas que l'Afrique, pas que même la Guinée, quand l'on se sent dans un milieu menacé, la vie d'une personne est menacée, ou bien la personne se trouve dans une incompréhension qui ne lui permet pas d'avoir sa sécurité, il est obligé de quitter d'un point A vers un point B. Pour paraphraser un peu quelqu'un, on dit que même si l'on se trouve en danger dans le paradis, on est obligé, pour tout religieux, de quitter dans le paradis, si vraiment notre sécurité se trouve dans l'enfer, d'y aller. Parce que ça, c'est vraiment le pire des pires. Parce qu'on suppose qu'on veut tous, nous les religieux, aller au paradis. Mais même si notre vie, une fois au paradis là-bas, se trouve menacée, on est obligé de quitter là-bas, aller dans un endroit où vraiment vivre. Donc, si l'on se trouve dans ce cadre-là, partout, c'est comme ça, j'ai quitté en Guinée, c'est comme ça, j'ai quitté dans ces différents pays-là, je me suis retrouvé en Libye, encore, grave encore. Et du coup, je suis venu en Italie. Pourquoi ne pas rester en Italie encore? C'est dans le même cadre encore qui m'a conduit jusque-là. Mais il faut comprendre que même s'il faut refaire, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je n'allais pas quand même emprunter la même chose, la même situation. Il était ça faisait partie de mes rêves depuis mon enfance, quand même, comme nos aînés, venir vers la France. Moi, j'ai découvert que Bruxelles n'appartient pas
à Paris, c'est quand je suis arrivé, j'ai demandé euh, quel est le quartier qu'on appelle ici Bruxelles. On m'a dit non, mais c'est la capitale de la Belgique. Parce que nous, tout ce que nous recevons, les anciens habits, les voitures, on dit Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Et on a été colonisé par la France. Be- Pardon. Beaucoup d'Africains sont venus vers la France pour étudier, pour avoir des compétences. Ils se sont retournés pour aller travailler. Et j'avais aussi comme rêve un jour aller là. D'ailleurs, même en 2016, j'avais eu une bourse d'études pour aller vers le Canada. Mais vu les circonstances, comme je vous ai expliqué au début, cette insécurité auquel je me suis retrouvé, je ne pouvais pas mener cette démarche-là pour aller vers le Canada. Sinon, je n'allais pas vivre tout ça aujourd'hui. Ça allait être une autre vie parce que je connais certains amis qui ont eu la même bourse avec, à l'époque, ils sont partis. J'ai même un ami qui est en Allemagne qui est venu me voir. Quand je l'ai vu, j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'était nos rêves, aller étudier et puis se retourner dans notre pays. Comme je l'ai dit au préalable, il n'y a pas meilleur endroit pour vivre si ce n'est pas ce choix. Bien sûr. Donc, il y a tous ces cadres-là. Donc, quand je dis oui ou non, c'est par rapport à cela. Si vraiment à refaire ou à ne pas refaire. Ouais, ok, ok. Mais donc, c'est arriver ici, c'est de base, c'est déjà pas un choix de partir. Et donc, arriver ici, c'est positif, mais tu aurais préféré rester de base. C'était vraiment ça. Vraiment, si je n'avais pas été dans cette circonstance-là, je vous assure, quand je me suis retourné en Guinée, c'était waouh. Malgré tout ce qui se passe, Et aujourd'hui, vivre, ce serait impossible toujours pour les mêmes raisons? c'est compliqué. Parce que je suis parti, honnêtement, d'abord, je n'ai jamais utilisé tous mes documents d'ici. Et j'évitais aussi tout ce qui peut me compromettre ma présence. Et voilà, j'ai juste, j'ai même pas beaucoup duré en Guinée parce que je suis allé directement auprès de ma maman qui se trouve au Mali. Je suis resté un peu longtemps et puis quelques temps là-bas et puis après je me suis retourné en Guinée après pour prendre le vol et revenir. En tout cas, je ne prendrai pas, malgré que le régime a changé, beaucoup de choses ont changé, certains anciens ennemis sont plus forts maintenant, mais ce qui reste clair, je ne veux pas quand même, comme je le dis souvent, il ne faut pas que je sois égoïste. Parce que maman m'a dit, à chaque fois je la proposais, je vais me marier, elle dit non, tu n'es pas prêt. Je dis pourquoi? Tu es égoïste. Comme Et ton père. donc, du coup, un jour, elle m'a dit, oui, tu es prêt. Je dis pourquoi? Elle dit, maintenant tu es prêt. Parce que quand tu es égoïste, c'est en prenant la meilleure partie de toi, donner à ton épouse et à tes enfants. Et quoi qu'il arrive, te battre pour eux, quoi qu'il arrive. Mais quand toi, tu penses, tu veux t'acheter la meilleure chaussure, le meilleur habit possible, tu veux vivre dans le meilleur endroit possible, dans le meilleur confort, tu veux manger le meilleur plat possible, que tu ne peux pas être un bon parent. Est-ce Donc, que tes enfants sont nés ici? deux. Est-ce que eux ils se sentent belges, ils sont heureux ici? Ah oui, je me bats pour qu'il soit, mais il y a aussi cette petite différence parce que souvent, surtout mon premier fils, quand il appelle tout le monde madame, 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 et il y en a, madame. Il a quel âge? Il il a 8 ans et lui, il dit souvent que c'est que nous, il y a cette différence de culture. C'est pourquoi dans leur éducation, je me bats pour qu'ils gardent ces deux cultures-là. Je sais bien sûr, peut-être, c'est ici qu'ils vont faire leur vie. Mais il ne faut pas qu'ils oublient aussi Non? d'où leurs papas viennent. Parce que nous, par exemple, quand moi j'ai dit à une dame dans le tram, j'ai dit, ma vieille, asseyez-vous. Et là, elle a voulu même me gifler. Ta vieille, elle se trouve là-bas, va la chercher. Nous, moi, tu peux dire, je peux dire à, quelqu'un que je dis mon vieux père. Je dis vieux père, ouais, c'est comment? C'est un respect, quoi. C'est une marque de respect envers la personne. Dire à une personne, je dis, j'appelle ma maman souvent, je dis, ah oui, je parle avec ma vieille. C'est, c'est un symbole de respect Euh, aussi chez nous. Donc, et en plus, dire à aux gens que tu ne connais pas, que tu rencontres, tu dis, tu prends avec son nom directement, ah, Paul et Pierre.
Ben, nous, on a été beaucoup giflés à cause de ça parce que ben, il faut respecter les gens. Il faut dire aux gens, madame, monsieur, c'est un signe de respect aussi. Même si on a été colonisé par la France, peut-être ils nous ont laissé ça, ils nous ont imposé ça peut-être et ça a continué. Donc, madame, monsieur, c'est vraiment symbolique en marque de respect. Et ici, euh, mes enfants, j'essaie qu'ils gardent les deux. Parce que s'ils partent là-bas aussi, ils font comme ici. Ah oui, Martine, Paul, Pierre, ben, s'ils font ça là-bas, on va dire tes enfants là sont très impolis, quoi. Ouais. Ils sont très mal éduqués. Donc, j'essaie de faire en sorte que ce repère-là, il ne perd pas, mais je sais qu'il garde les deux. Et c'est comme pour moi, je m'adapte. J'essaie aussi de leur permettre aussi de s'adapter petit à petit. Quand ils vont grandir un peu, ils vont partir. Comme ça, ils vont vivre un peu cette différence de culture. Mais du moment que je travaille, ils vivent heureux aussi. De tout ton parcours là, de tout ce parcours de vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens et que tu as envie de livrer comme message aux gens? C'est quoi le truc le plus important pour toi de ce que tu as appris de tout ce parcours? Peut-être deux choses. J'en ai parlé d'une chose tout de suite là, c'est que souvent après le spectacle, il y a des gens qui me demandent, Monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur? Et je dis souvent, considérez-nous tout simplement comme des humains. Enlevez le voile de migrants. Parce que le fait de m'appeler migrant, c'est de l'insulte à mon encontre. Parce que c'est pour me dire que, ah oui, vous êtes chez nous pour des raisons économiques. Si ce n'est pas ça, vous n'allez pas venir chez nous. Donc, si vous me considérez comme humain, je pense que j'avais fait beaucoup pour moi. Parce que quelqu'un qui lui donne l'argent chaque jour, il va s'épuiser, hein. Ouf, mais j'en ai marre. Quelqu'un qui te donne à manger chaque jour, ça va arriver comme ça. C'est vrai. Mais s'il te considère comme un humain, je pense que... Et la deuxième chose, c'est ce que je dis à tous les migrants. Je n'empêche personne de venir. Je n'encourage personne de venir, ni de rester. D'ailleurs, même une fille qui veut être forcée à se marier à quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle va rester. Est-ce que je vais la dire, je vais la conseiller, dire, reste, ça va aller. Une fille qui a été violée, je vais dire la même chose. Les pays en guerre, les personnes qui vivent là-bas, je vais dire à cette personne, une personne poursuivie qui va être tuée pour des causes politiques, est-ce que je pourrais conseiller à cette personne-là de ne pas venir? Qui suis-je d'ailleurs? Mais qu'est-ce que je peux dire à tout le monde? Partout où vous partez, faites en sorte que vous ne soyez pas des parasites de la société. Travaillez, soyez parmi ceux qui contribuent pour, pour le pays. La Belgique m'a accueilli, a fait plein de choses pour moi. C'est à mon tour aussi de faire en sorte que la Belgique, que je puisse rendre à César ce qui appartient à César, en payant mes impôts, en étant un bon citoyen. Et ça, il faut travailler. C'est ce que je dis à tous mes potes que je rencontre. Je dis, travaillez. C'est votre liberté. Partout où vous partez, travaillez. C'est ça votre liberté. Que vous restiez en Guinée ou que vous partiez dans d'autres pays, travaillez. Parce que ça vous donne. Quand quelqu'un vous paye, il ne vous paye pas parce qu'il vous aime, hein, parce que Oui, vous avez fait votre vous avez travail. créé de la valeur. Voilà. Alexis, est-ce que tu as une ou deux questions avant de clôturer ce podcast? J'ai une question par rapport au fait de... C'est un sentiment que tout le monde peut avoir quand on change de pays, ou même carrément de ville, on quitte un peu ses racines. Comment construire un chez-soi ailleurs que d'où viennent nos racines? Je sais pas si ça fait sens. Comment se sentir chez soi, là où on n'a pas grandi? C'est ce que je disais tout tantôt, il faut s'adapter. S'adapter, ça veut dire en premier lieu d'abord comprendre les gens dans ce qu'ils sont. Par exemple, moi, le fait que j'ai dit à quelqu'un, mon vieux, je ne peux pas dire ça à quelqu'un ici. Donc, ça va rester. Et je ne vais pas non plus arrêter de dire ça quand je vais, même quand je ne suis pas, je dis, ah, vieux père, c'est comment? Ah oui, non, petit, tu as duré en Europe, mais tu n'as pas oublié l'Afrique. Quand je dis à maman ou bien ma vieille, ah oui, mon fils, tu es bien éduqué. Parce que je n'ai pas oublié ces valeurs-là. Il ne faut jamais oublier ces valeurs, il faut pas, mais il faut leur suspendre. Ça va venir. Et deuxième chose aussi, comme ce que je viens de dire, il faut travailler. Parce que travailler, ça veut dire avoir sa liberté, être heureux aussi dans ce milieu où l'on vit. Mais aussi, il faut comprendre que ici ne peut pas être comme là-bas. Là-bas ne peut pas être comme ici.
Donc, c'est à la personne c'est-à-dire, de, je vais utiliser un mot, de s'assimiler au milieu. Et là, s'assimiler, ça veut dire aussi comprendre. Comprendre et accepter. Et aussi, je ne dirais pas se soumettre, ça c'est trop, mais euh, être flexible par rapport au quotidien. Mais est-ce que ça suffit à ce que tu te sentes chez toi, de travailler? Jamais. On ne va jamais se sentir ce soir. Parce que moi, on me rappelle chaque fois. Imaginez, par exemple, je vais au travail. Quelqu'un me regarde. Il passe. Et après, vient me demander, mais qui a pris ça ici? Je dis bonjour. Bonjour mon vieux. Bon, imaginez en Afrique. C'est ce que je dis souvent. On dit, il y a, pour paraphraser euh, un, un- un écrivain africain, il y a la loi en Afrique et en Europe. Il dit, là, il y a la loi en Europe et il y a la famille en Afrique. Sauf que plus tard, moi, j'ai compris que même cette loi-là aussi, ça a un certain nombre de degrés. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous vous rencontrez avec quelqu'un ici, vous êtes lié par quelque chose, le boulot, ou bien quelque chose, voilà, de business. Vous êtes copains, vous êtes amis, vous comprenez. Et quand ça c'est fini, c'est fini. Mais par contre, en Afrique, quand je prends par exemple un exemple banal, les mariages se disloquent ici très facilement parce que ça se signe directement à la mairie et puis ça se signe là-bas encore pour divorcer. Mais chez nous, par exemple, vous voulez un divorce, vous allez voir tel vieux qui a tout ça dit, quand je dis vieux, c'est les personnes âgées, nos sages, quoi, qui sont réunis pour sceller ce mariage. Il faut encore le consentement de tout ceci. Donc, imaginez le consentement de tout ceci. Vous aurez quand même 4 ou 5 ou 6 personnes qui, qui vont vraiment dire, ah oui, ils doivent divorcer, parce que vraiment, c'est ce qu'on voit. Et ou bien 6 ou 7 personnes qui vont dire, ah non, les deux jeunes là font des erreurs. Nous aussi, on a commis les mêmes erreurs auparavant. Conseillons-les de ne pas commettre les mêmes choses. Donc, imaginez, ça dit la corde, ça va se tendre tellement, soit ça se construit, ou bien ça se disloque pour toujours, mais avec des valeurs et avec le respect aussi dedans. Et ça, il n'y en a pas ici. Et aussi, je prends l'exemple sur mon fils. Quand il avait commencé les cours ici, il était comme ça, avec tout le monde. Parce que pour lui, il a grandi dans un milieu où ce n'est pas que son père et sa maman seulement qui représentent pour lui comme parents. Quiconque, il a la main comme ça. Cette solidarité-là, envers tout le monde comme ça. Et après, il y a une dame qui me dit à l'école, votre fils, il fait trop de câlins aux gens. Et il y a les gens, mais il y a les parents qui se plaignent pour ça. Moi, j'étais heureux parce qu'il a quelque chose de chez nous. Les copains, les amis, moi, je peux me lever, je parle sur le voisin. Des fois, s'il pleut, je mange là-bas. Et j'ai su ça, que ici, ça ne peut pas marcher. C'est quand il pleuvait. J'étais en Hollande et on marchait, il pleuvait, on ne pouvait pas aller chez les gens. On est parti s'arrêter devant une maison. La dame a crié, parce qu'on était tous des Africains. Il y avait des colosses parmi nous. Je vais appeler la police. Et on était obligé de sortir sous la pluie. Mais si c'est en Afrique, par exemple, tu peux aller chez quelqu'un. Et des fois, il peut même te donner à boire, il te donner t'asseoir. Et mon fils est resté ici. Attendez jusqu'à ce que. Des fois, même, c'est la personne qui vous appelle. Venez, quittez sous la pluie. Il y a la foudre, c'est pas bon. Venez vous asseoir ici. Mais ce n'est pas le cas. Donc, quand nous, la dame a crié, ah, j'ai su que vraiment, je ne suis pas chez moi. Donc, vraiment, on ne va jamais, jamais. De temps en temps, on va oublier qu'on n'est pas chez soi. Mais des fois, on va nous rappeler par rapport à un certain nombre de choses. Ce n'est pas que seulement de la culture, c'est le travail, plein, plein de choses. Mais si, je dis bien, si on met ça aussi dans la tête, parce que je connais certaines personnes, ils veulent jamais s'assimiler, ils veulent jamais, jamais, jamais quitter. Et eux, ils ont du mal à aussi vivre avec les gens aussi. Parce que si moi, je dis toutes les valeurs que j'ai là-bas, que il faut que vous et moi, il faut que vous me faites la même chose, ça va être impossible. Ben, je parlais tantôt de deux personnes homo. Eh bien, moi, je vivais dans leur maison. Et à un moment donné, je sortais pour aller prier dehors et puis je revenais. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je vis dans leur maison, moi. Deux personnes homo qui sont mariées, deux hommes. Waouh!
Dans ma vie, je pensais que ça n'allait jamais arriver. Parce qu'à me présenter deux homos, pour moi, avant, c'était rendre service à Dieu, quoi. C'est-à-dire, si tu leur massacrais, excusez-moi le terme, mais c'est rendre service à Dieu. Mais imaginez cette imagination grave que j'avais. C'est des humains, non? Leur vie, là, c'est pas mon affaire. S'il y a des problèmes, c'est avec Dieu, c'est pas avec moi. Donc, imaginez, je vivais là. Si j'avais pris toutes mes valeurs là-bas et puis implanté ça là-bas, j'allais quitter. Et un jour, le hasard a fait que j'ai eu ma maman au téléphone qui m'a dit, mon fils, ils t'ont vu dehors, ils t'ont pas considéré, c'est-à-dire ils n'ont pas pensé que tu es voleur, ils n'ont pas pensé que tu es menteur, ils n'ont pas pensé que tu es migrant, ils n'ont pas pensé que tu es sans papier, sans abri. Pour eux, ils ont vu un humain dehors. Ils ont pris l'humain parce qu'eux, ils sont des humains. Ils ont envahi chez eux. Pourquoi toi aussi tu ne les considères pas comme des humains? Tant qu'ils ne te demandent pas de devenir comme eux, de boire de l'alcool, de manger la viande de porc. Elle m'a raccroché. Et je me suis rappelé, elle n'a jamais été à l'école. Moi, j'ai été à l'école, j'ai étudié. Tu vois? Ouais. Et voilà, je dis à la petite, il faut chercher. Alors, j'ai commencé à appeler les imams, beaucoup de gens, et j'ai vu que c'est-à-dire la coexistence pacifique, ça peut exister avec n'importe qui. Et voilà le monsieur qui me donne une chambre, qui m'achète un tapis de prière, qui me dit, c'est ma maison, je paye ici, bien sûr, mais ici, là, c'est pour toi. Je ne vais plus jamais rentrer ici, tant que tu ne m'autorises pas. C'était mon lieu de prière et tout. Et on est devenus des frères. Eux-mêmes ne comprenaient pas beaucoup de choses aussi dans l'islam. Mais dans nos débats, dans nos échanges, ils ont compris plein de choses dont ils se permettaient des fois de saboter certaines choses par rapport aux musulmans, mais ils se permettent plus maintenant de dire des choses, des propos comme ça, parce qu'ils ont compris aussi. Vous voyez cet échange-là. Donc, il ne faut pas non plus imposer quelque chose auquel avec on a grandi, on est né, mais il faut savoir vraiment associer les choses et puis s'adapter avec. Ah ben, c'est une belle conclusion. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as un spectacle le 12 janvier au Riche Clair, c'est la dernière représentation. Oui. Et puis, on te retrouvera peut-être au cinéma dans quelques années. Oh, je suis en tout cas disponible voilà, pour des échanges. Et aussi, il y a mon livre qui est vendu. On peut le retrouver où en ligne? Il est en ligne sur les éditions Samsa et aussi dans le. Ça, c'est même sur place, dans la librairie Tropisme, Ok, en plein sens. magnifique. Est-ce que j'ai toujours une petite question que je pose à la fin? Est-ce que, tu vois, donc le principe du podcast, c'est que chaque fois, j'invite quelqu'un pour parler d'un sujet. Est-ce que tu as une idée de qui je pourrais inviter et pour parler de quel sujet? Quelqu'un que tu connais, qui t'inspire, que tu aimes bien, que tu... Je connais quelqu'un parce que lui, il est mal compris, au fait, dans plein de choses. Mais je pense qu'il ne va pas aimer que je dise son nom. Oui, mais il est très mal compris. Et Mais sans dire son nom, et pourquoi il est mal compris? parce que, en fait, lui, il fait beaucoup de ce qu'on appelle des... Il casse les codes sur deux fronts, culturel, mais je suis religieux. Et ça ne va pas arranger beaucoup de gens. Donc, du coup, ce qui fait de lui un paria, quoi, aux yeux de beaucoup de gens. Voilà, je partage souvent ces trucs, mais il n'aime pas. Donc, je dis son nom et qu'il voit l'interview, il va dire, bon, moi, pour le moment, peut-être qu'une deuxième personne, c'est mon ami Moussa Dumessi qui vit en Allemagne. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a grandi ensemble et je pense que pour la situation africaine, les situations africaines, la Guinée et beaucoup d'autres choses, et actuellement il se bat d'ailleurs même pour réunir beaucoup de ressortissants africains afin de parler d'eux, des réalités africaines surtout, qui lui tient beaucoup à cœur. Et voilà, c'est quelqu'un qui a besoin voilà, de coups de pouce parce qu'il a, par rapport à l'humanité, il a une très belle
leçons franchement à donner par rapport à son expérience, par rapport à son recul, mais aussi à sa vision. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Donc, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté Bonne Question Podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour essayer de comprendre un nouveau sujet passionnant. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Threads, LinkedIn, ce que vous voulez. À bientôt, big bisous les amis.